Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc de quoi il s'agit? Tout simplement des anti-inflammatoires classiques que vous avez l'habitude de prendre. En général, pour la plupart, ils finissent en N comme ibuprofène, kétoprophène, naproxène, mais pas que. Il y a par exemple diclofénac ou celecoxib. Dans tous les cas, je pense que si vous avez déjà utilisé des anti-inflammatoires, vous savez de quoi il s'agit. Mais à différencier tout de même des anti-inflammatoires qui ne sont pas non stéroïdiens, mais qui sont stéroïdiens. De quoi il s'agit? Il s'agit des corticoïdes. Et ça, j'ai déjà fait une vidéo sur les corticoïdes que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait et que ça vous intéresse, évidemment. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler de ces médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils sont très utilisés, qu'ils soient prescrits ou utilisés en automédication. Mais il y a quand même des choses à savoir et des précautions à mettre en place. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas revenir sur les mécanismes d'action de ces anti-inflammatoires. En gros, comment ça fonctionne, comment ça agit sur le corps, c'est quoi la différence vraiment avec les corticoïdes sur le plan de la pharmacologie. Bon, ça ne nous intéresse pas trop, dites-le en commentaire si ça vous intéresse, je pourrais toujours m'y attarder plus tard. Aujourd'hui, on va rester très pratique. En pratique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, la première chose à savoir, c'est que les anti-inflammatoires, ils sont surtout utilisés pour, c'est dans le titre, pour leurs propriétés anti-inflammatoires et pour leurs propriétés antalgiques, c'est-à-dire antidouleurs. Et du coup, il faut quand même faire la différence entre les deux. Donc, par exemple, dans le cadre d'une douleur classique, quand est-ce que l'anti-inflammatoire va très bien marcher? Par exemple, la migraine. Donc, la migraine, c'est assez classique. La plupart des gens qui sont vraiment migraineux, qui font des vraies migraines, ne vont pas être soulagés par du paracétamol. Faites-le savoir en commentaire, est-ce que vous êtes migraineux et qu'est-ce qui vous soulage quand vous avez des migraines? Et après, on peut avoir par exemple des douleurs qui sont liées vraiment à une poussée inflammatoire, comme par exemple une poussée d'arthrose. Voilà, le genou qui commence à gonfler, à être très douloureux, et on sait que ce n'est pas quelque chose d'infection, on sait que c'est une poussée d'arthrose. Bon, voilà, l'anti-inflammatoire, ça marche bien. Ou par exemple, une poussée de goutte, la goutte, les anti-inflammatoires, ça marche bien. Voilà, donc on a les propriétés vraiment qui agissent sur la douleur, on a les propriétés qui agissent sur le côté inflammatoire. Voilà, donc c'est utilisé pour ça. Maintenant, dans quelle situation il ne faut pas l'utiliser? Eh bien, dès qu'on sort de ce cadre, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez mal quelque part et que par exemple vous faites de la fièvre, on n'est plus dans la bonne situation. Là, on est dans devant une cause infectieuse. Et en fait, l'anti-inflammatoire va, par son action justement anti-inflammatoire, réduire la réponse normale du corps à l'infection. Et du coup, ce qui était censé être bien contrôlé par le corps va flamber. Et l'exemple classique de cela, c'est pour les dents, par exemple. Très généralement, enfin très souvent, ça arrive en tout cas, on le voit, souvent les gens vont avoir très mal aux dents, rage de dents, et vont prendre un anti-inflammatoire. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On les retrouve quelques temps après avec la joue énorme, toute rouge. Finalement, paf, il y a un abcès dentaire qui a pointé le bout de son nez. Et parfois, ça peut être plus grave, ça peut évoluer jusqu'à une cellulite faciale, c'est-à-dire une infection étendue au reste du visage. Et pourquoi? Parce que derrière, finalement, cette rage de dents se cachait un début d'infection dentaire. Et en fait, avec l'anti-inflammatoire, ça a flambé. Et ça peut finalement s'extrapoler à plein d'autres affections. Vous avez mal quelque part, mais en fait, sur le coup, vous êtes un petit peu fébrile. Et en fait, c'est un début d'infection. Voilà, ça peut être par exemple au niveau d'une articulation. Et bim, vous prenez un anti-inflammatoire, paf, ça flambe. Donc, vraiment, dès qu'on est dans le cadre de la maladie, entre guillemets, quand je dis maladie, c'est dans le sens, je me sens malade, je me sens fébrile, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoire. Même si, paradoxalement, ça peut faire baisser la fièvre et puis ça soulage la douleur. Mais en fait, c'est un effet cache-misère qui peut faire flamber quelque chose derrière. Vous voyez? Donc, on reste sur une utilisation quand on a des douleurs qu'on va dire nues. Donc, par exemple, voilà, je me suis fait un lumbago. Oh là là, j'ai le dos coincé, j'ai une douleur vraiment très douloureuse et dans les anti-inflammatoires, ça marche bien. J'ai une poussée d'arthrose, je prends ça, ça marche bien. J'ai une migraine, je prends un anti-inflammatoire, ça marche bien. Ok, il n'y a pas de problème. Ok? Donc ça, c'est une des premières précautions qu'il faut prendre. Deuxième précaution, c'est par rapport à l'estomac, à l'herbe d'estomac. Quel est le problème? En fait, c'est que, j'ai dit que je n'allais pas entrer dans les propriétés pharmacologiques, mais les anti-inflammatoires inhibent la formation
quelque chose qui permet de protéger la muqueuse gastrique. Donc si vous le prenez comme ça, une fois, deux fois, même 2-3 jours, c'est pas grave. D'accord? Mais il y a des personnes, vous le savez, je le sais, qui vont prendre des anti-inflammatoires à forte dose pendant longtemps. Et du coup, ça peut fragiliser la muqueuse de l'estomac et provoquer des ulcères. Du coup, si vous avez des antécédents d'ailleurs d'ulcères, vous ne pouvez pas prendre l'anti-inflammatoire, c'est trop risqué. Il y a des gros risques d'ulcères, de saignement. Qui plus est, si vous prenez des médicaments pour le sang, voilà, des anticoagulants qui fluidifient le sang, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, comme je dis, il ne faut pas stresser, hein, c'est pas parce que vous prenez votre anti-inflammatoire pour votre migraine que c'est la cata. Non, mais si vous avez un terrain, l'estomac fragile, dans le sens, vous avez déjà fait un ulcère. Hein. Quand je dis l'estomac fragile, c'est pas des fois j'ai un peu mal au ventre parce que je suis stressé ou ça m'est arrivé d'avoir une remontée acide. Non, je ne parle pas de ça. Et si vous avez un terrain où vous prenez d'autres médicaments qui agissent sur le sang, c'est pas forcément bon. Donc ça, c'est la deuxième grande précaution parce qu'il faut savoir que les ulcères de l'estomac, il y a deux grandes causes. Et le stress ne rentre pas dedans. Souvent, les gens disent, oui, le stress, ça provoque des ulcères de l'estomac. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir. Non, les deux grandes causes d'ulcères de l'estomac, c'est les infections bactériennes à Helicobacter pylori et la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, plus ou moins l'aspirine. Mais l'aspirine, c'est rangé un peu dans les AINS. Donc voilà. Donc, ulcère de l'estomac. Troisième précaution à prendre, c'est pour les reins. Donc, les reins, il faut faire gaffe aux anti-inflammatoires quand vous avez un terrain de rein fragile. Quand vous avez une insuffisance rénale, hein, qu'elle soit modérée ou sévère. De toute façon, si elle est sévère, vous ne pourrez pas prendre. Mais si c'est modéré, attention, hein, on préfère éviter quand même. Et puis, si à ça, vous rajoutez certaines fragilités, comme une déshydratation, comme le fait que, par exemple, vous prenez des médicaments diurétiques ou des médicaments pour l'hypertension artérielle, comme ce qu'on appelle les IEC, les ARA2, bon, j'entre pas trop dans les détails, mais en tout cas des médicaments pour la tension. Donc ça peut justement majorer, provoquer une insuffisance rénale aiguë. Donc attention, donc comme je le dis, il n'y a pas de souci si vous prenez de temps en temps un anti-inflammatoire pour soulager une migraine ou un lamago. Maintenant, si vous avez les reins fragiles ou que vous prenez des médicaments particuliers, ou que ouais, ça se résume un petit peu à ça, mais il y a plein d'autres situations, mais on va rester simple. Eh bien voilà, évitez quand même les anti-inflammatoires pour protéger les reins. Et quatrième point que je voulais évoquer, via les mécanismes sur le système vasculaire, eh bien ça peut aussi augmenter la pression artérielle. Et voilà, et toutes ces précautions, comment dire, je trouve plus mes mots, vont concerner des gens quand même qui ont un terrain particulier, c'est-à-dire si vous pétez la forme, vous êtes en bonne santé, vous êtes voilà, quelqu'un qui n'a pas de problème particulier, et comme je vous l'ai dit, pour X raisons, vous prenez un anti-inflammatoire, bon, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, si vous êtes hyper tendu, que vous avez une hypertension artérielle pas trop bien contrôlée, que souvent vous montez à 16, 17, bon, attention aux anti-inflammatoires qui peuvent faire monter la tension artérielle. Voilà pour les précautions. Donc l'idée de la vidéo, c'est pas de vous diaboliser la chose et de vous dire, oh là là, faut pas en prendre. Comme je l'ai dit, il faut rester simple. Si vous n'avez pas de soucis particuliers, que vous êtes en bonne forme et que vous prenez un anti-inflammatoire de temps en temps pour une douleur, comme j'ai dit, nue, c'est-à-dire sans fièvre associée, il n'y a pas de souci. D'accord? Maintenant, si on sort de ce contexte, attention. Et donc, les anti-inflammatoires de ce type-là, c'est toujours sur des courtes périodes. Voilà, la posologie, on va dire, suffisante. Pas besoin de taper trop fort. Et puis voilà. Et donc là, maintenant, je vais faire juste un point. Ça, c'était sur les précautions, sur maintenant les petites idées reçues, sur les formes galéniques, c'est-à-dire la manière dont on prend le médicament. On va dire que, franchement, celle qui est plus adaptée, et c'est pas forcément clair dans l'esprit des gens, c'est quand même la forme orale. D'accord? En gros, c'est celle qui est à privilégier. D'accord? D'ailleurs, ce qui est assez marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais c'est bon à savoir, c'est que le fait de le prendre estomac vide ou pas estomac vide, ça ne change pas forcément grand-chose. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, mais en tout cas, sur les symptômes digestifs que l'anti-inflammatoire peut occasionner, il n'y a pas forcément de gros liens. Mais bon, ça c'est un petit détail, mais c'est un petit truc à savoir. Donc, voilà, la forme orale, c'est bien. Après, vous allez me dire, oui, mais des fois, la piqûre, ça marche mieux. La forme intramusculaire, la piqûre dans la fesse, dans la cuisse, enfin, c'est pas dans la cuisse vraiment, c'est souvent dans la fesse. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça agit plus vite.
Ça peut agir plus vite et du coup, ça va être une bonne utilisation dans les formes urgentes. Par exemple, colique néphrétique. Oh là là, une douleur atroce, un caillou dans les reins, ça fait très mal, colique néphrétique. Et là, l'anti-inflammatoire, par exemple en IM, en intramusculaire, ça peut soulager rapidement. D'accord? Cependant, en termes d'efficacité globale, c'est-à-dire une fois que le médicament est dans le sang, est-ce que c'est plus efficace que la forme orale? Non. C'est pas plus efficace que la forme orale. Donc, c'est juste que ça va agir plus vite si on est dans une situation d'urgence. Maintenant, si vous êtes dans la situation classique de, voilà, par exemple, j'ai un lumbago, hein, je prends cet exemple, c'est le plus fréquent, on va dire celui qui va parler au plus. Non, voilà, vous prenez votre anti-inflammatoire le matin, le soir sur quelques jours. Il n'y a pas besoin de faire une piqûre à chaque fois, avec les risques qui peuvent être engendrés par une piqûre, surtout si vous prenez certains traitements ou si vous avez certaines fragilités. Donc voilà, après il y a la forme rectale. Bon, la forme rectale, elle est moins bien, on dit résorber au lieu d'absorber, que la forme orale. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les formes qu'on met sur la peau, les gels, les crèmes, etc. C'est important de savoir qu'il y a tout de même un passage dans le sang, mais qui est moindre que la forme orale. Ça paraît quand même logique, mais il y a quand même un passage qui va dans le sang et qui est d'autant plus important si la surface appliquée est importante et si on fait un pansement occlusif, d'accord, que vous mettez un pansement au-dessus de cette crème ou de ce gel. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc ça, voilà, je pense avoir fait le tour. Ah, peut-être la forme intraveineuse, mais ça, c'est vraiment particulier. En général, c'est à l'hôpital, aux urgences, par exemple, ou en post-opératoire. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Maintenant, un dernier petit point. J'ai terminé avec les différentes formes. Je vais faire un petit mot pour les femmes enceintes. Est-ce qu'on peut prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens durant la grossesse? Donc, c'est pas forcément le mieux, mais ça reste possible les 6 premiers mois, d'accord, avec avis médical évidemment. Par contre, c'est totalement contre-indiqué dans le dernier trimestre, d'accord, après le 5e mois, enfin après le 6. En gros, les 3 derniers mois, d'accord, c'est pas possible le dernier trimestre. Pourquoi? Parce que ça peut fermer ce qu'on appelle le canal artériel. Donc, le canal artériel, c'est un petit tuyau, une petite artère, un canal artériel, un petit tuyau, qui va relier, si je ne dis pas de bêtises, l'artère pulmonaire à l'aorte. En gros, c'est pour switcher le passage par les poumons du sang, parce que forcément, le bébé qui est dans le ventre de la maman n'est pas en train de respirer à pleine bouffée d'air comme ça, donc le sang, lui, circule, il va s'oxygéner, mais du coup, le canal artériel va permettre... voilà, la nature est bien faite, vous savez. Des fois, j'ai du mal un peu à vous expliquer les choses, mais vous avez compris. Si on veut faire très simple, il y a un petit tuyau qui sert au bébé sur les 3 derniers mois et on n'est pas censé le fermer. Et via les propriétés pharmacologiques de l'AINS, eh bien, ça peut se fermer et du coup donner des conséquences graves pour le bébé. Donc, pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien sur le dernier trimestre de grossesse. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour. Il y a peut-être d'autres choses à dire, mais on ne va pas non plus faire une vidéo d'1 heure sur les anti-inflammatoires. L'idée, c'est d'avoir des petites infos percutantes, pertinentes, qui peuvent vous être utiles, en tout cas un petit peu à tous dans la vie de tous les jours. Et puis voilà, après, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être que j'essaierai de passer comme ça et de répondre à certaines. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous découvrez la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!